L'enquête que je vais vous présenter dans la continuité, l'enquête que je vais vous présenter est dans la continuité de la communication déposée en décembre 2022 par Maître Daoud et Seba à la CPI et qui a contribué à l'émission en mars 2023 de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et ses commissaires aux droits des enfants. Cette enquête montre l'implication de Russie Unie, le parti de Poutine, dans la planification, la coordination et l'exécution de la déportation, la russification et l'adoption des enfants ukrainiens. Cette enquête insiste sur la dimension génocidaire de cette entreprise qui vise à incorporer les enfants ukrainiens dans la nation russe. L'intention génocidaire est mise en lumière par les propos des participants à cette organisation qui répètent que l'Ukraine n'existe pas, que les Ukrainiens font partie de la Russie et que les terres ukrainiennes sont russes. Je vais employer des termes qui sont employés par l'occupant et je vous prie dès maintenant de m'en... Voilà. Alors voici donc ici le programme de russification qui a été mis en place extrêmement rapidement entre février et fin septembre 2022. Il concerne environ 1 million de mineurs, qu'ils soient avec leurs parents ou tuteurs, ou qu'ils soient en institution. Dès le 20 février, la filière d'adoption a commencé à être mise en place par Russie Unie. Le 18 février 2022, soit une semaine avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les déportations commencent dans le Donbass occupé. Dès le 19 février, les troupes de Russie Unie sont déployées. Elles aident au transfert des populations, elles aident à leur filtration, elles aident à leur accueil en Russie. Les Russie Unie est également présent pour accueillir les enfants et s'occupe de les endoctriner. Que ces enfants soient avec leurs parents, qu'ils soient en Ukraine ou en Russie, qu'ils soient en institution, qu'ils soient adoptés, tous vont rentrer dans le processus de russification. Russie Unie aide à chacune des étapes de ce processus. Russie Unie distribue des passeports, y compris aux enfants. Russie Unie va jouer un rôle clé dans l'organisation et la tenue du simulacre de référendum d'annexion en septembre 2022. Dès mars 2022, Russie Unie pilote la rééducation scolaire, la refonte des programmes, le recyclage des enseignants, la modification des manuels. La modification des manuels scolaires. Russie Unie pilote également la modification de l'environnement péri- et extrascolaire des enfants. À partir de l'annexion, l'inscription à une organisation militaro-patriotique de jeunesse devient obligatoire pour les écoliers, comme c'est le cas en Russie. Donc il faut prendre conscience du fait que très brutalement, les enfants ukrainiens, qu'ils soient en Ukraine occupée ou en Russie, rentrent dans un monde qui est très brutalement dans un monde qui est aux couleurs de la Russie de Poutine. Donc il s'agit de la nationalité à laquelle on prête serment, de l'hymne qu'on doit chanter, du drapeau qu'on doit saluer. Il s'agit également des fêtes qui sont aux couleurs de l'Union soviétique, la fête du drapeau, la fête de la connaissance, la fête de la victoire le 9 mai avec les rubans de Saint-Georges. Bref, un monde où tout glorifie la Russie et où l'identité ukrainienne est assimilée à la collaboration avec les nazis. À l'issue de ce lavage de cerveau, ils doivent adhérer aux valeurs spirituelles et morales russes, dont la première est bien sûr la défense de la patrie, ce qui signifie la mobilisation dans l'armée russe.
À cet égard, un communiqué du ministère de la Défense russe montre que rien que sur le mois de novembre 2022, pour la seule région du Donbass, 80 000 Ukrainiens ont été mobilisés contre l'armée russe. Pardon, par l'armée russe contre l'Ukraine. Au cours de tout ce processus, les mineurs vont être séparés, beaucoup de mineurs vont être séparés de leurs parents par des faits de guerre, durant le processus de filtration, sous divers prétextes, sont envoyés dans des hôpitaux, des centres de réhabilitation, dans des camps de santé, des camps de vacances. Il y a aussi des mesures coercitives qui aboutissent à faire monter le nombre de mineurs en institution. Entre avril et octobre 2022, il y a des prétendues commissions pour le droit des mineurs qui ont instruit 38 000 dossiers de déchéance en autorité parentale. Alors, c'est ce qui nous a conduit à appeler l'ensemble de ces mineurs des viviers de mineurs isolés. L'adoption procède d'abord directement à partir de ces viviers de mineurs isolés, jusqu'en octobre 2022, où est décrété l'examen médical de masse. En effet, jusqu'à cette date, il y avait à peu près 70% des enfants placés ou adoptés qui ont été rendus du fait, très probablement, de la forte incidence de syndrome de stress post-traumatique. À partir de cette date, à partir d'octobre donc, les mineurs en institution passent un examen médical obligatoire. Ceux qui sont déclarés aptes rentrent dans la filière d'adoption ou incorporent des classes de cadets. Ceux qui ne sont pas déclarés aptes rentrent dans la filière de réhabilitation médicale qui est également mise en place par Russie Unie et rejoignent à nouveau les mineurs en institution. Les classes de cadets sont ouvertes aux mineurs de 3 à 18 ans. Elles fournissent une éducation gratuite et les classes de cadets se multiplient dans les territoires occupés, très tôt dans le Donbass occupé, après l'annexion dans les autres territoires. Ces classes de cadets ont pour objectif de former les cadres supérieurs de l'armée et des grands corps d'État. Et donc, à nouveau, les enfants ukrainiens sont mobilisés pour pour l'expansionnisme russe. Les participants à cette organisation sont montrés sur cet organigramme qui comporte 3 niveaux. La planification par Russie Unie se fait en lien avec l'administration présidentielle, notamment Lvova Belova et Sergei Kirilenko, et avec les divers ministères concernés. Il y a un étage de coordination locale qui implique un membre de Russie Unie par région, qui est en lien avec les chefs des administrations d'occupation régionales. Il figure également Sergei Aksionov, le chef de la Crimée étant une plaque tournante de transfert et de la rééducation militaire patriotique des enfants ukrainiens. Enfin, il y a l'étage du relais local qui est constitué par des volontaires, des organisations de jeunesse qui agissent de concert avec les forces armées du ministère des situations d'urgence et plus rarement du ministère de la Défense. Dans cette galerie de personnages, je vous demande de considérer en priorité Andrei Turchak. Andrei Turchak a un double rôle. Il est le chef du groupe de travail Opération militaire spéciale qui rassemble plusieurs participants dans cet organigramme et qui informe directement Poutine. Andrei Turchak est le secrétaire général du parti et à ce titre a un rôle décisionnel et joue donc un rôle central. Andrei Vorobiov est le gouverneur de Moscou, impliqué dans les adoptions. Olga Kazakova planifie la russification scolaire en lien avec le ministre de l'Éducation, Sergei Kravtsov. Enfin, à cet étage,
Kuznetsova est vraiment un personnage central et c'est le cerveau de tous les faits qui concernent les mineurs isolés ukrainiens. Léonid Rochal est le président du QG de l'ONF, du Front Populaire Pan-Russe, ici appelé ONF selon le sigle russe. C'est un mouvement politique qui est très lié avec Russie Unie et avec le président Poutine. L'organisation de jeunesse de l'ONF est dirigée par Igor Kostiukevitch et est présent sur le terrain conjointement avec les volontaires du parti Jeune Garde de Russie Unie qui sont dirigés par Anton Demidov et Ivan Zuban. Ces deux organisations sont fortes de 240 000 membres. Elles entraînent, envoient en Ukraine et assurent les rotations d'un contingent de plusieurs milliers de volontaires qui donc assurent énormément des missions qui requièrent la russification des enfants ukrainiens. J'y reviendrai. Toutes ces actions sont effectuées sous couvert humanitaire, ce qui permet de déguiser leur caractère illicite et ce qui permet également d'en faire la promotion. Ça permet aussi aux missions humanitaires d'effectuer sous couverture des missions de renseignement très intenses et de fichage de la population. Donc les missions régionales sont dirigées par un des membres de Russie Unie et s'appuient sur le travail des volontaires, des organisations de jeunesse. Elles sont organisées en centres humanitaires qui sont installés dans les villes, à partir desquels les équipes de volontaires rayonnent jusque dans les campagnes. L'enquête a rassemblé environ 1100 documents qui sont issus au premier chef de l'analyse des comptes de réseaux sociaux de deux planificateurs, Kuznetsova et Turchak, et de deux coordinateurs régionaux, Igor Kostiukevitch pour la région de Kherson, Artem Turov pour la région de Kharkiv. Ces informations ont été étayées par des documents issus des médias russes et des comptes réseaux sociaux ou sites web des volontaires de Russie Unie, du parti Russie Unie, du site du Kremlin et également des comptes et réseaux sociaux de ces divers individus. Ceci a été recoupé par les témoignages qui ont été obtenus par la presse occidentale auprès des témoins en Ukraine et également recoupé avec les rapports internationaux. Ce qui est très frappant, c'est la très bonne correspondance entre ces différentes informations, qui signifie que les relations qu'en font les auteurs de ces faits constituent des aveux signés. Je vais maintenant illustrer la manière dont ces gens tissent la toile dans laquelle sont piégés les mineurs ukrainiens. Le 20 février 2022, en amont de l'invasion, Kuznetsova se réunit avec le député Russie Unie Khoubezov, qui est médecin, avec Natalia Avilova, qui est la directrice de la fondation Dr Lisa, qui est impliquée dans les déportations, dans les transferts illégaux d'enfants ukrainiens depuis le Donbass depuis 2014. L'objet de cette réunion est la collecte d'informations sur les enfants ukrainiens et sur les personnes qui seraient prêtes à les accueillir en Russie. Durant cette réunion, Kuznetsova contacte au téléphone Eleonora Fedorenko, qui est la commissaire aux droits des enfants de la région occupée de Donetsk. Fedorenko lui fait part de difficultés juridiques. Le 9 mars 2022, Poutine s'engage lors d'une conversation avec Vova Belova à lever ces obstacles juridiques. Le lendemain, le 10 mars, Vova Belova signe un protocole d'accord avec les médiatrices de la région de Louhansk et de la région occupée de Donetsk sur l'adoption des enfants du Donbass. Le 17 mars,
Kuznetsova convient avec les dirigeants du Donbass occupé de changements législatifs qui permettront l'adoption par des citoyens russes. Le 6 avril 2022 ont lieu 2 réunions dans le Donbass occupé qui réunissent Doukhine, l'adjoint au gouverneur de Moscou Vorobiov, Tourov, je vous ai présenté, Kuznetsova, Turchak, Vovavelova, et à Louhansk avec Leonid Pasechnik qui est le chef de cette région, puis à Donetsk avec Dmitri Sablin qui est le coordinateur Russie Unie régionale et Denis Pouchilin qui est le chef de la région occupée de Donetsk. Cette réunion décide de l'organisation d'un QG pour l'adoption des enfants dans le Donbass. Vorobelova s'occupera du placement des mineurs isolés en Russie, Kuznetsova de l'harmonisation législative, Tourov s'occupera de coordonner les différentes opérations dans la région du Donbass. Le lendemain de cette réunion, le 7 avril, Kuznetsova convient avec Mikhail Ladzin de la fondation Dr Rochal de la réhabilitation médicale des enfants, des mineurs isolés, dans la clinique du Dr Rochal à Moscou. C'est un lieu d'où Vorobelova viendra prélever des enfants plus tard pour l'adoption. Le 13 avril, Vorobelova et Vorobiov lancent, à grand renfort de publicité, la campagne d'adoption des orphelins, des mineurs isolés, dans la région de Moscou. Le 22 avril, c'est-à-dire 2 mois après le début des démarches réalisées par Kuznetsova, les premiers enfants sont transférés du Donbass par Vorobelova et Fedorenko, accueillis à Moscou par Vorobiov, pour être transférés à des familles russes. La suite a déjà été bien décrite. Fin mai 2022, Poutine signe un décret qui facilite la naturalisation et donc l'adoption des mineurs ukrainiens en Russie. On assiste en juillet à des naturalisations de groupes des enfants ukrainiens, bien sûr avec Vorobelova et Vorobiov, mais avec d'autres. Belova déclare en ces occasions que ce processus est un travail d'artisan. Elle aimerait que cela devienne systématique. Elle déclarera au début, juste avant le référendum d'annexion, que les enfants de ces territoires sont nos enfants, nos propres enfants. Ce terme négationniste, nos enfants, est répété 1800 fois au total dans les fils télégrammes de Vorobelova et de Kuznetsova, dont nous avons réalisé l'analyse sémantique. Le transfert des enfants continue jusqu'en Sibérie. Les voici ici accueillis par Vorobelova et le gouverneur Russie Unie de la région Kratnikov. Ces enfants sont prélevés directement par Vorobelova dans les viviers de mineurs isolés des territoires occupés. Dans la région de Kherson, il y a eu quand même une forte hostilité aux occupants, ce qui a permis aux responsables des institutions pour mineurs isolés de cacher ou de tenter de cacher leurs pensionnaires. Ces événements ont été relatés par des témoins à la presse occidentale, et donc ce que je vais vous présenter ici, c'est le compte-rendu de Kastukevitch, qui est identifié par ces témoins comme le GPS, celui qui sait où se trouvent les enfants, par ces témoins qui ignoraient à l'époque son identité. Le 26 mars, après une visite à l'église du Calvaire où étaient cachés les responsables de la maison des bébés, c'est-à-dire une des institutions pour mineurs isolés de Kherson, avaient caché leurs enfants dans l'église, leurs pensionnaires à l'église du Calvaire, 58 enfants de 2 mois à 5 ans. Kastukevitch, lors d'une visite avec sa mission humanitaire dans l'église, a été alerté par la nervosité du prêtre et a fait intervenir les forces armées.
les forces armées ont ramené ces enfants dans la maison des bébés. Cette affaire a été couverte par la télévision de Crimée occupée, qui rapporte que Kastukevitch a sauvé ses enfants d'un trafic organisé par Denisova, la commissaire de l'Ukraine aux droits des enfants, qui souhaitait les emmener en Europe pour trafic d'organes. Cette fable a été amplifiée, répétée par Kuznetsova, qui finira par déclarer, nous détenons les preuves, que ce trafic d'enfants, réalisé en lien avec des sociétés paramilitaires britanniques payées par Coca-Cola, représente 7% des recettes de l'Ukraine, 2 milliards de dollars. C'est une déclaration publique. À la suite de ces événements, Kastukevitch instaure une surveillance récurrente, sous motif humanitaire, de la maison des bébés, et en fait bien sûr le compte-rendu dans son fil Telegram. Comme vous le voyez, c'est une surveillance serrée. Fin août 2022, Yana Lantratova, membre du parti Russie Juste et membre du groupe de travail Opération militaire spéciale, visite la maison des bébés en compagnie de la nouvelle directrice, l'ancienne ayant été exclue. Cette nouvelle directrice s'appelle Tatiana Zavalskaya. Donc, les deux femmes visitent ensemble l'établissement. 4 jours plus tard, ces deux femmes accueillent Inna Varlamova, qui est l'épouse du député Sergei Mironov, qui est le chef du parti Russie Juste. Le 28 août, Yana Lantratova atteste de sa présence à la maison des bébés sur son fil Telegram. Les témoins, après la libération de Kherson, vont déclarer à la presse occidentale que le 1er septembre 2022, 2 femmes venues de Moscou sont venues avec des soldats à l'hôpital pour enfants. Une de ces femmes a été identifiée comme Inna Varlamova, épouse Mironov. Les témoins déclareront qu'elles ont enlevé ce jour-là 3 bébés. Il s'avérera que l'un de ces bébés est Margarita Prokopenko, pensionnaire de la maison des bébés, alors en soins à l'hôpital. Plus tard, il sera montré que Margarita Prokopenko a été adoptée par le couple Mironov sous le nom de, en décembre 2022, sous le nom de Marina Sergeyevna Mironova. Le reste des pensionnaires de la maison des bébés sera finalement, sous la pression de la reconquête de l'armée ukrainienne, sera déporté de la maison des bébés vers l'orphelinat Yolochka à Simferopol. Ce processus se fera sous supervision de Kastukevitch. Vous voyez ici les enfants qui sont embarqués dans des bus estampillés de la lettre Z aux couleurs du ruban de Saint-Georges. À nouveau, Kastukevitch instaure une surveillance récurrente de ses enfants, même à l'orphelinat Yolochka. Il apporte des vêtements chauds, à nouveau des vêtements chauds, etc. Finir, 14 de ses enfants seront identifiés sur le site dédié à l'adoption dans la maison de Moscou. Le dernier point concerne l'hôpital pour enfants de Kherson, qui lui a falsifié les fiches de ses pensionnaires. Kastukevitch est alerté par l'hostilité envers l'occupant de la médecin-chef, qui disparaît, et dès lors il instaure une surveillance récurrente sous motif humanitaire de l'hôpital. Malgré ses efforts, aucune délation, ni de la part du nouveau médecin-chef, ni de la laborantine, ni ici de l'opérateur d'ascenseur qui est pourtant diplômé du même régiment soviétique que lui. Il revient le lendemain de cette dernière visite avec Kuznetsova, le médecin-chef laisse partir quelques enfants
qui seront emmenés pour rééducation médicale en Crimée. Les visites vont se poursuivre jusqu'au dernier jour qui précède l'évacuation de Kherson par la mission humanitaire Russie unie. Je vous rappelle juste ici que les 3 bébés ont été enlevés par le couple Mironov de cet établissement. Le dernier jour, Kastukevitch est convaincu effectivement que les enfants sont dans un état trop grave pour être évacués, à son grand regret. Donc je voudrais juste finir par cette histoire qui a un aspect très positif. Il y a effectivement des individus et des organisations courageuses qui arrivent à faire sortir les enfants à travers les mailles du filet. Je termine en rendant hommage à l'équipe d'enquête et de rédaction de ce dossier, en remerciant Maître Daoud et Maître Seba pour leur soutien, leurs encouragements constants, et en rendant hommage également à leur passion pour la justice. Merci de votre attention. Fira, c'est à vous. Дякую. Merci. Шановні правозахисники, активісти, журналісти, волонтери та всі присутні в цьому залі. Для мене дуже велика честь бути тут і приймати участь в якості спікера на такій прес-конференції. Коли я вдячна дуже за те, що ви допомагаєте